Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est ton prof NT. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'embryologie dans ce cours magistral sur la méiose, sur la spermatogénèse, sur l'ovogénèse. Finalement on va voir la gématogénèse dans sa globalité. Voilà. C'est pas mal technique ce cours-là. C'est une histoire qu'il faut se raconter, donc je trouve que c'est plutôt abordable, mais il faut bien comprendre que en première santé, en tout cas pour les années supérieures, il va falloir y aller dans le détail parce que c'est vraiment ça sur quoi vous allez être mangé dans les QCM. Donc on va s'entraîner également avec des QCM pour que vous puissiez être hyper performant à ce sujet, bien entendu, c'est l'objectif, d'accord? Ce que je souhaite que tu maîtrises à l'issue de ce cours, c'est le concept de réplication de 2 divisions, d'accord, de 4 cellules haploïdes. C'est pas exactement la même stratégie que la mitose, on verra les différences d'ailleurs. Méiose 1 réductionnelle, méiose 2 équationnelle, on verra les brassages génétiques, un trait interchromosomique, on verra la comparaison entre méiose et mitose, les non-disjonctions et les aneuploïdies, on verra un petit peu ça, mais très rapidement, d'accord? Ensuite, on ira voir un petit peu la spermatogénèse, ça m'intéresse de voir comment ça se multiplie, comment ça croît, comment ça se différencie, donc la spermiogénèse. On verra notamment aussi dans l'ovogénèse tout ce qui est folliculogénèse, régulation hormonale, très rapidement, on n'a pas le temps d'aller dans le détail pour tout ça, mais tu puisses avoir une overview de tout ça, puis la chronologie de vie, ça peut être intéressant, et tout ce qui est commun, voilà, avec tout ça. Et vous verrez que en ayant tout ça en tête, au bout d'une heure, vous aurez quand même pas mal d'éléments qui permettront de bien avancer, sachant que on continuera sur d'autres cours magistraux à parler en détail de toutes ces notions-là. Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo d'NT. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. Alors commençons par la méiose. La méiose, c'est un système de division cellulaire spécialisé, notamment dans tout ce qui va être les cellules sexuelles, d'accord? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, c'est là que ça va devenir intéressant, c'est que dans une cellule mère qui est diploïde de 2 N chromosomes, on va avoir une réplication qui se fait toujours en phase S. Donc bien sûr, je te renvoie au cours de la mitose, au cycle cellulaire, si tu préfères, pour bien comprendre ces notions-là, parce que bien sûr, il y a besoin de ça pour comprendre la méiose, c'est évident. Donc chaque chromosome est dupliqué pour devenir 2 chromatides sœurs, et ensuite on aura une séparation homologue, d'accord, pour avoir une première méiose 1 de type réductionnel. C'est une division réductionnelle, on divise par 2, d'accord, on passe de 2N à N. Et ensuite on a une méiose 2 qu'on dit division équationnelle. On va séparer les chromatides sœurs, mais il n'y aura pas encore de subdivision. On aura N donnera N, d'accord? Ce qui te permettra d'avoir finalement 4 cellules haploïdes, ok, avec des différences particulières, on va aller voir ça ensemble. Si on essaie de comparer rapidement entre la méiose et la mitose, on voit très bien que en termes de nombre de divisions, la méiose il y en a 2, la mitose il n'y en a qu'une, d'accord? Nombre de réplications, il y en a une, elle se fait avant la mitose, et puis il y en a une également en mitose avant la mitose. C'est normal, ok? Dans le cycle cellulaire. Nombre de cellules filles, on en trouvera 4 dans la méiose, 2 dans la mitose. La ploïdie chez les cellules filles, ce sera N haploïde dans la méiose, et elle sera 2N identique à la cellule mère, bien sûr, donc diploïde en mitose. L'identité génétique sera tout différente. D'accord, la méiose donne des différences particulières, alors que la mitose, c'est identique, c'est l'objectif. Au niveau du concept homologue, oui, ça en prophase 1, non en mitose. Au niveau du crossing over, mais oui, il y en a en prophase 1, pas en mitose. On verra ce que c'est le concept de crossing over, bien sûr. La séparation en mitose, oui, au niveau de la méiose, c'est homologue. Au niveau de la mitose, c'est les chromatides sœurs. La séparation en méiose 2, donc en équationnel, c'est chromatide sœur. Tandis qu'en mitose, ça n'existe pas. Un rôle principal, bien sûr, ça va être de produire des gamètes à une diversité génétique, tandis que la mitose, on va avoir une croissance, réparation, renouvellement cellulaire. Donc on va forcément avoir les cellules identiques, d'accord? Sur le même individu, c'est évident. Prenons un schéma chronologique simplifié de la méiose. On va retrouver donc l'interphase avec la phase G1, puis S pour la partie réplication de l'ADN notamment, puis la phase G2 qui prépare à la mitose, ou alors à la méiose dans ce cas-là. Et dans cette méiose réductionnelle, on va avoir donc prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, ensuite une télophase, une cytocinèse, et puis ensuite on ira sur la méiose 2 équationnelle, donc de prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, puis télophase 2, cytocinèse. On va revoir ça bien sûr en détail, vous inquiétez pas comment c'est se construit, d'accord. Ce que vous devez bien comprendre maintenant, c'est que la méiose 1, il va y avoir un appariement des systèmes homologues, d'accord? Donc en prophase 1. Ce qui se passe, qu'on a souvent à ce moment-là un crossing over entre les chromatines non sœurs, crossing over, des échanges, pour faire simple. On va voir ça en détail un petit peu après, vous inquiétez pas. Séparation des chromosomes homologues, et puis on a une réduction de 2N à N. En méiose 2, il n'y a pas de nouvelle réplication d'ADN, donc on va avoir une séparation des chromatides sœurs comme en mitose,
Et ça, c'est un peu comme si on faisait la mitose en méiose 2, pour ça. Et donc, on a 4 cellules haploïdes génétiquement différentes à ce moment-là. D'accord? Au niveau du brassage génétique, on peut faire deux systèmes. Soit le brassage interchromosomique, donc en soi, on a une orientation des paires d'homologues en métaphase 1, et donc une distribution qui va être aléatoire dans les cellules filles. Ou alors, on peut faire un brassage intrachromosomique, d'accord? En sein même du chromosome, ce qu'on appelle un crossing over. Donc, c'est un échange de segments entre chromatides non sœurs en prophase 1, d'accord? Dans l'étape de Pachythème, si on a le temps de voir ça. Petit rappel important, bien sûr, dans les cellules somatiques, d'accord? Il y a l'organisme notamment. 2N est égal donc 46 chromosomes. Dans les gamètes haploïdes, on a N égale 23 chromosomes. Donc, on a 23 paires d'homologues en méiose 1. Et donc, une cellule mère de N chromosomes donnera donc 4 cellules haploïdes N, d'accord? Vous devez avoir ça en tête pour pas vous tromper dans les QCM, bien entendu. Vous pouvez bien sûr avoir des problèmes, hein. Donc, au niveau clinique, ça devient intéressant. Si vous avez des erreurs de ségrégation, donc des non-disjonctions, par exemple, ça donnera des aneuploïdies, comme par exemple la trisomie 21, d'accord? Le risque peut augmenter, bien sûr, avec l'âge maternel. Et puis, on a une importance du contrôle de la méiose pour la qualité des gamètes, c'est évident. Donc, si on revient un petit peu sur la méiose 1 réductionnelle avec le brassage génétique, on remarque que finalement, la première étape étant réductionnelle, on va passer de 2N à N. Mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt? En fait, on va d'abord réduire. Ça permet notamment de créer de nouvelles combinaisons alléliques, d'accord? Les allèles au niveau des gènes, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ça fait donc des crossing over, des échanges, hein, si vous préférez. Et donc, ça permet d'avoir un système d'assortiment indépendant des chromosomes homologues, d'accord? Et donc, ça garantit une diversité génétique des gamètes. C'est ça l'intérêt technique, d'accord? Et ça prépare, bien entendu, à la méiose 2 pour les divisions équationnelles. On va regarder en détail chaque élément, chaque étape de la méiose 1. On va voir la prophase 1, qui est la phase la plus longue de ce système-là, qui est finalement un concept très simple, hein, c'est que ça fonctionne à peu près de la même manière que la mitose. Hein. On va avoir l'enveloppe nucléaire qui est en dislocation, le fuseau qui est en formation, et un appariement des chromosomes homologues, donc ça s'appelle le synapsis à ce moment-là. Okay. Ça forme aussi des tétrades, bivalents, et puis on a un crossing over au niveau des chromatides non sœurs. C'est un truc de QCM que vous avez assez classiquement. Et ça se fait au niveau des chiasmas. D'accord. Alors toutes ces notions-là, au fur et à mesure, je le cite, hein, puis dans d'autres cours, je donne ces notions-là. Donc au fur et à mesure, suivez les affaires sur les cours magistraux pour pas vous tromper. Hein. Et donc c'est ce qu'on appelle un brassage intrachromosique qui s'établit à ce moment-là. En métaphase 1, on va retrouver les tétrades qui vont s'aligner sur la plaque équatoriale. Donc on se retrouve finalement au même cycle cellulaire avec la métaphase, hein, dans la mitose. On a une orientation aléatoire des paires homologues, donc c'est indépendant des unes des autres. Voilà. Et puis, on va aussi avoir les fibres du fuseau qui se mettent en place. Et ça va déterminer par la suite le brassage interchromosomique. Faites bien gaffe, hein. Il y a le brassage intrachromosomique qui s'établit au niveau de la prophase 1. D'accord? Donc, intra, c'est au sein même du même chromosome, alors qu'interchromosomique, c'est entre des différents chromosomes. Vous avez compris, ok? Au niveau de l'anaphase 1, on va aussi, pareil comme la mitose, on va avoir séparation des chromatides vers les pôles, d'accord? Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Donc, je vous renvoie bien sûr au cycle cellulaire, puisque je l'ai déjà détaillé tout en profondeur. Et donc, on va avoir une réduction à ce moment-là, puisqu'on passera de 2N à N chromosomes. Et oui, c'est intéressant. Ensuite, on a la phase de télophase 1. Au niveau de la télophase 1, on va avoir reformation des enveloppes nucléaires. Et du coup, ensuite, on remarque bien que les chromosomes sont encore à 2N chromatides à cet élément-là. C'est très important, ça, pour la suite, bien entendu. D'accord? Au niveau de la cytocinèse, qui est finalement le moment où on divise les cytoplasmes pour avoir 2 cellules filles. D'accord? À ce moment-là, on remarque bien qu'il y a 2 cellules filles haploïdes à N chromosomes. Chaque chromosome, elle possède 2 chromatides. Faites bien gaffe à ça. Là, on a enfin de méiose 1. Pour revenir rapidement sur le brassage intrachromosomique, le crossing over, vous voyez un peu comment c'est fait. On a des chromatides non sœurs et le crossing over se fait au niveau des chiasmas, d'accord? Et c'est comme ça qu'on peut avoir des chromatides qui sont recombinés. Donc, c'est un échange de segments entre chromatides non sœurs, piège de QCM très classique, d'une paire de chromosomes homologues. Ça, c'est un truc que vous voyez très souvent. Donc, ça produit une nouvelle combinaison d'allèles sur un même chromosome. Et ça se fait en phase 1 au niveau du Pachythème. Si j'ai le temps, je vous ferai bien sûr la division, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, si vous voulez que je vous fasse ça en détail. Tandis que le brassage interchromosomique, l'assortiment indépendant, ça se fait en métaphase 1, d'accord? C'est une orientation qui est aléatoire des paires homologues, et donc il y a une répartition qui est indépendante de chaque paire vers les pôles en anaphase, numéro 1 du coup, hein. Et donc on a 2 puissance n combinaisons possibles, c'est énorme en termes de quantité. Donc si on regarde bien, si on a 23 paires de chromosomes chez nous, ça fait 2 puissance 23, ça fait 8,4 millions de combinaisons possibles. Vous voyez que c'est extrêmement important. Au niveau de la méiose 2, donc équationnelle, on va essayer de comparer ça aussi bien sûr avec la mitose, puisque ça se ressemble pas mal, hein. On va avoir la séparation des chromatides sœurs, on va maintenir le nombre d'haploïdes, d'accord, à N chromosomes, on va produire 4 cellules haploïdes, et on va assurer bien sûr la diversité génétique, et préparer bien sûr les gamètes à la fécondation. On verra les gamètes juste après, hein, la gamétogenèse.
Dans la méiose 2 équationnelle, il y a 4 étapes. Donc on a la prophase 2, donc disparition d'une enveloppe nucléaire, c'est la même stratégie. Formation du fuseau, les chromosomes à 2 chromatides se condensent, d'accord. Ensuite, dans la métaphase 2, on a alignement des chromosomes sur le plan équatorial. Chaque chromosome est formé de 2 chromatides sœurs. Jusque-là, vous avez compris, si vous avez revu le cycle cellulaire, il n'y a pas de problème. À la phase 2, on a séparation des chromatides sœurs au niveau du centromère et donc migration vers l'épaule. Jusque-là, ça change pas. Et on a la télophase et du coup la cytosénèse qui va se mettre en place. Donc reformation des enveloppes nucléaires, décondensation des chromosomes, obtention de 4 cellules haploïdes N, génétiquement différentes, bien entendu, c'est vraiment le principe. C'est vraiment la grande différence par rapport à la mitose. Si on compare rapidement entre méiose et mitose pour comprendre vraiment les notions qui sont différentes, il n'y en a pas énormément puisque finalement si on regarde bien prophase, condensation des chromosomes c'est pareil, formation du fuseau c'est pareil, alignement sur le plan équatorial c'est pareil, séparation des chromatides sœurs c'est pareil, reformation d'enveloppe nucléaire, décondensation c'est pareil. Ce qui change c'est la fin. Ok, cytocinèse, donc séparation du cytoplasme, on a 4 cellules haploïdes N dans la méiose 2, tandis qu'en mitose on va avoir séparation du cytoplasme avec 2 cellules haploïdes de type 2N, d'accord, diploïdes, diploïdes de type 2N. Et là, c'est là où vous comprenez vraiment la grande différence sur laquelle vous pouvez être bien sûr mangé dans les QCM. Alors voyons si vous maîtrisez la méiose 1 avec des petits QCM d'application. Concernant la méiose 1, coche les bonnes propositions. Est-ce qu'elle est réductionnelle? Est-ce qu'elle sépare les chromosomes homologues? Est-ce qu'elle sépare d'abord les chromatides sœurs? Est-ce qu'elle comporte une prophase 1 particulièrement longue? Et elle produit généralement 2 cellules haploïdes. Donc AB2, effectivement, elle est bien réductionnelle puisqu'on passe de 2N à N chromosomes. Elle sépare les chromosomes homologues, oui, on l'a vu juste avant, puisqu'on va migrer vers les pôles. Elle sépare d'abord les chromatides sœurs. Non, ça se fait dans la méiose 2. Elle comporte une prophase 1 extrêmement longue, oui, puisqu'il y a plusieurs petits sous-phases à l'intérieur, on le verra si on a le temps. Elle produit généralement 2 cellules haploïdes, oui. La première division réduit la haploïdie. En prophase 1, les chromosomes homologues s'apparient. Des crossing-over peuvent avoir lieu. Elle est absente de la méiose, les chromosomes sont déjà dupliqués, elle participe au brassage génétique. Alors effectivement, c'est bien ABDE, les chromosomes homologues s'apparient, des crossing over peuvent avoir lieu, effectivement, elle est absente dans la méiose, c'est évident, et les chromosomes sont déjà dupliqués, on le fait de toute façon en phase S bien avant, et elle participe au brassage génétique, bien sûr, on a vu qu'on pouvait faire de l'intra-chromosomique ou interchromosomique. La diversité génétique se fait à ce moment-là. Concernant le brassage intrachromosomique, il résulte des crossing over, il se déroule pendant la phase 1, il crée des chromatides recombinés, il correspond à la répartition aléatoire des chromosomes entiers, il augmente la diversité génétique. Bon, s'il y a un brassage intrachromosomique, je crois bien qu'on avait dit crossing over. ABCE, bien vu, effectivement, donc le brassage intrachromosomique, c'est des crossing over, c'est effectivement, il se déroule pendant la prophase 1, on l'a dit, et il crée des chromatides recombinés, oui. La répartition aléatoire des chromosomes entiers, non, on avait bien expliqué que c'était le brassage interchromosomique qui se passait ce système-là. Il augmente la diversité génétique, bien entendu, c'est le principe. Concernant la méiose 2, elle est dite équationnelle. Elle sépare les chromatides sœurs. Elle sépare les chromosomes homologues. Elle est précédée d'une nouvelle réplication d'ADN. Elle conduit généralement à 4 cellules finales. ABE. Et effectivement, la méiose 2 c'est équationnel, elle sépare les chromatides sœurs, c'est pas les séparations de chromosomes homologues, ça se fait dans le méiose 1. Elle est précédée d'une nouvelle réplication, non, on fait qu'une seule fois et ensuite il y a 2 divisions successives. Elle conduit généralement à 4 cellules finales et effectivement c'est le concept, d'accord. Concernant la prophase 2, elle se déroule dans les cellules haploïdes. Les chromosomes possèdent encore 2 chromatides, une nouvelle réplication d'ADN s'y produit, un nouveau fuseau de division se met en place et les homologues s'apparient en bivalent. Effectivement, ABD, elle se déroule dans les cellules haploïdes, c'est en prophase 2, les chromosomes possèdent encore 2 chromatides, effectivement. Une nouvelle réplication, non, il n'y a pas de réplication. Et un nouveau fuseau de division se met en place, effectivement, les homologues s'apparient en bivalent, ça c'est pour la prophase 1, donc rien à voir. Concernant la non-disjonction, elle correspond à une erreur de séparation chromosomique. Elle peut survenir en méiose 1 ou en méiose 2. Elle correspond toujours à une mutation ponctuelle, elle peut conduire à une aneuploïdie. ABCE, effectivement, c'est bien ça. Elle correspond à une erreur de séparation chromosomique. Elle peut survenir en méiose 1 ou en méiose 2. C'est pas une mutation ponctuelle et ça peut provoquer une aneuploïdie. D'accord, effectivement. D'accord. Faites bien gaffe entre cette histoire de mutation. On reverra un peu plus tard dans d'autres cours, mais il faut comprendre que c'est une anomalie de ségrégation chromosomique, pas une mutation. D'accord, on mute pas. C'est une différence importante quand même. Concernant les aneuploïdies, elles concernent un ou plusieurs chromosomes. Une trisomie est une aneuploïdie. Une monosomie, une aneuploïdie. Elle correspond toujours à un triplement du tout le génome et elles peuvent résulter d'une non-disjonction méiotique. ABCE, effectivement, c'est un ou plusieurs chromosomes. Une trisomie, c'est une aneuploïdie. Une monosomie, c'est une aneuploïdie. C'est pas un triplement de tout le génome, bien entendu que non.
Elle peut résulter d'une jonction méiotique, on l'a vu, effectivement c'est ça, donc A, B, C, E. Voyons maintenant ensemble la spermatogénèse. Bien sûr, vous avez compris que c'est un processus continu de production des spermatozoïdes à partir des cellules souches. Alors, je mets le terme important, le terme continu, qu'on verra que c'est un petit peu différent chez les femmes, d'accord? Voilà, donc ça se produit dans les tubes séminifères, dans les testicules, à partir de la puberté, d'accord? Et donc ça permet de faire quoi finalement? D'assurer la production continue de gamètes mâles, de réduire le nombre de chromosomes de 2N à N, de générer la diversité génétique avec le brassage génétique notamment, et donc on produit des spermatozoïdes matures, mobiles et aptes à la fécondation, et d'assurer bien sûr le renouvellement et le stock de gamètes. Comment tout ça va s'établir? Dans les testicules, vous avez des tubes séminifères, le siège de la spermatogénèse. Retenez bien ce mot-là, parce que souvent, il y a des mots qui vont apparaître juste après qui se ressemblent. Spermatogénèse, d'accord? On va avoir un tissu interstitiel, on va avoir des cellules de Leydig avec des productions de testostérone qui vont être très utiles. On a l'épididyme et le conduit différent. Bon, tout ça, le machin là, l'appareil urogénital, tout ça, je vous le ferai en anatomie. Donc, regardez bien les cours magistraux à ce sujet-là, bien entendu. D'accord? Et donc, les tubes séminifères contiennent notamment les cellules germinales et les cellules de Sertoli. Voilà. C'est ce que vous devez retenir là, principalement aujourd'hui, pour que ça puisse être ancré dans votre cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la spermatogonie, les spermatogonies, c'est un type cellulaire, d'accord? Donc on a les spermatogonies de type A, qui se divisent par mitose. Faites bien gaffe à ça, pour le renouvellement de stock et produire donc les spermatogonies de type B. J'espère que tu apprécies ce cours magistral. Si tu es plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu es plus en profondeur ou que tu es en pleine maîtrise de l'embryologie générale, j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur l'embryologie générale et qui comporte plus de 26 modules de cours. C'est extrêmement complet. Là, aujourd'hui, on voit pas grand chose. On voit un petit peu la méiose, la spermatogénèse, l'ovogénèse, la gamétogénèse, mais ce n'est rien par rapport à tout ce que tu vas retrouver dans l'embryologie, notamment avec la fécondation, la nidation et toutes les semaines de développement embryonnaire. C'est extrêmement technique. Tu dois bien sûr maîtriser ça en première santé, mais également pour les années supérieures. Ça comporte bien sûr pas mal de cartes mentales, tu vas retrouver des notions de cours, bien sûr tu vas des schémas détaillés, tu vas retrouver de quoi mémoriser, des pièges classiques de QCM, un lexique détaillé, ça c'est extrêmement important, des flashcards pour t'entraîner, des QCM bien sûr avec des pièges et le détail bien sûr pour aller beaucoup plus loin, c'est évident. Faut comprendre aussi que c'est un parcours certifiant, donc l'idée c'est que tu puisses bien sûr cumuler un certain nombre de badges pour pouvoir, par la suite, une fois que tu auras réalisé des défis avec moi pour t'améliorer sur ta notion, que tu réussis un examen, obtenir attestation de formation ainsi qu'un certificat de réussite pour avoir une vraie preuve de maîtrise, ajouté dans ton dossier de passerelle, en CV, pour recherche de stage, bref, pour valoriser en fait tes compétences, d'accord? Tu retrouveras bien sûr toutes ces informations en description de cette vidéo, et moi je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral sur la gamétogenèse. Allez, bon courage à toi! La croissance, on a les spermatogonie de type B qui augmentent la taille et deviennent des spermatocytes de type 1, d'accord? Et c'est à ce moment-là que se met en place cette méiose, puisque la méiose est d'abord réductionnelle, pas équationnelle, d'accord? Et donc on a deux divisions successives, en méiose 1 puis méiose 2, donc on a une réduction du nombre de chromosomes qui passe de 2N à N chromosomes, d'accord? Après, on verra que la spermiogénèse, vous voyez que spermatogénèse et spermiogénèse se ressemblent beaucoup, il y a beaucoup de pièges de QCM, donc retenez bien les différences. La spermiogénèse, on a une différenciation, donc une transformation des spermatides, ok, en spermatozoïdes, d'accord, sans division cellulaire. Et ensuite, on a la spermation, donc libération. En gros, on a une libération des spermatozoïdes matures dans la lumière des tubes séminifères. Le cycle complet, c'est entre 64 à 74 jours chez l'homme. On va le revoir en détail avec un petit schéma cette fois-ci. Donc, dans ce petit schéma, on remarque que on a d'abord les spermatogonies de type A, donc à 2N chromosomes qui sont finalement les cellules souches, ok? On va avoir ensuite les spermatogonies de type B, donc à 2N chromosomes, et ça, cette multiplication prend 16 jours. Donc c'est une durée importante, hein, parce que ça, vous l'avez en QCM. Donc ça prend 16 jours. Ensuite, ça va se différencier en spermatocyte 1, 2N chromosomes. La croissance prend 24 jours. Puis ensuite, on va avoir cette étape de méiose, méiose 1, qui va faire un spermatocyte de type 2, donc à 2N chromosomes, et ça dure 24 jours, puisqu'après, on a une méiose 2 qui s'établit à ce moment-là. Et puis, on va avoir la spermiogénèse, faites bien gaffe à ça, qui dure également 24 jours. Et à ce moment-là, on va avoir finalement, à un moment donné, les spermatides, qui sont une forme presque finale, pour donner par la suite les spermatozoïdes avec leurs flagelles, qui du coup est mobile à ce moment-là. Donc ça appellera la spermation, quand on a fini cette étape-là, d'accord? Et donc un cycle de spermatogonie de type B devient 4 spermatozoïdes haploïdes. Si on regarde d'un point de vue histologique, dans le tube séminifère, on va regarder quoi? On va voir les cellules de Sertoli, qui sont des cellules de soutien, de nutrition, de protection. On va avoir une membrane basale et avoir une multiplication importante, les spermatogonies. Donc c'est le même schéma mais à l'envers. En fait, au lieu de faire le haut vers le bas, on fait de bas vers le haut, d'accord? Donc les spermatogonies de type B, qu'on va retrouver à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir
bah, du coup, différenciation croissance. Donc, on a les spermatocytes de type 1, donc à 2 N chromosomes. Ça va monter progressivement. Il y en aura une méiose qui va se mettre en place. Spermatocytes de type 2 avec 2 N, avec N chromosomes, pardon. Ensuite, on a la spermiogénèse, donc ça forme les spermatides à N chromosomes qui sont pas encore pourvus de flagelles. Et ensuite, on va avoir les spermatozoïdes qui vont avoir ce flagelle pour pouvoir être mobiles. Et ça sera la spermation à ce moment-là. Et ensuite, il y aura la libération des spermatozoïdes dans la lumière des tubes séminifères. Comment ça se met en place d'un point de vue régulation hormonale? Donc au niveau du cerveau, on a l'hypothalamus, d'accord, qui est une région du cerveau. On va sécréter le GnRH, qui va stimuler l'hypophyse, qui est une glande juste en dessous, qui va produire deux types d'hormones, la FSH et la LH, d'accord. La FSH va stimuler les cellules de Sertoli pour soutenir la spermatogénèse, d'accord, et produire notamment les hormones qui vont être intéressantes, l'ABP et l'inhibine, d'accord. Et ensuite, on va avoir le LH qui va produire, grâce aux cellules de Leydig, la production de testostérone. Tout ça, c'est une importance capitale. Il faut bien comprendre que ça, c'est indispensable pour réaliser la spermatogénèse. Sinon, ça fonctionne pas. Donc, l'ABP, qu'est-ce que ça signifie? C'est Androgen Binding Protein. Voilà. Et donc, c'est une protéine qui est extrêmement importante puisqu'elle transporte le testostérone et la dihydrotestostérone. Je fais exprès de mettre des noms bizarres. Faut vraiment retenir ça. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises, mais c'est dihydrotestostérone. D'accord? Et donc, ça a une importance capitale, bien entendu, pour le développement des spermatozoïdes. Et donc l'inhibine avec la FSH, on aura un rétrocontrôle négatif, et la testostérone avec la GnRH et la LH, on aura un rétrocontrôle négatif aussi. À quoi ressemble notre spermatozoïde? On a une tête avec un noyau haploïde très condensé. On a aussi un acrosome, donc des enzymes pour la fécondation. En gros, c'est la tête qui va permettre finalement de rentrer dans l'ovule, ça va être l'objectif. D'accord? On va avoir des pièces intermédiaires avec énormément de mitochondries. Vous avez compris pourquoi? Parce que mitochondrie égale énergie. Donc, on a besoin d'avoir beaucoup d'énergie pour faire bouger ce flagelle, pour qu'il soit mobile. Donc, on a des centaines de milliers, voire des millions de mitochondries dans nos spermatozoïdes pour que ça puisse avancer. C'est important. Au niveau de sa taille, on a 50 à 60 micromètres de taille. D'accord? Retenez bien, ça c'est important par rapport à notre ovocyte. Très nombreux et extrêmement mobiles. Haploïdes, donc à 2 N, par N chromosomes, donc 23 chromosomes. Vit dans les voies génitales féminines, 3-5 jours, effectivement, lorsqu'il y a libération de sperme dans les voies génitales féminines, il a une durée de vie de 3 à 5 jours. Faites bien attention à ça, si vous pensez avoir, vous avez compris. Au niveau de la production, on est à 200 à 300 millions par jour de production de spermatozoïdes, c'est énorme. Le volume éjaculé, c'est entre 1,5 à 6 millilitres, donc c'est plutôt peu. Concentration 15 à 200 millions par millilitre, d'accord. La motilité, c'est 32% chez l'homme. D'ailleurs, ça baisse année après année, faites bien gaffe à ça. La morphologie est plutôt normale sur plus de 4% chez les spermatozoïdes qui sont produits par cycle. Et la durée de cycle, c'est 64 à 74 jours. Et donc, ça débute à la puberté et la fin, toute la vie reproductive. Alors, on parle aussi un peu comme la ménopause avec l'andropause. Alors c'est pas vraiment vrai, on a une production jusqu'à la fin de notre vie chez les hommes. C'est juste qu'il y a une diminution drastique aux alentours de 70-75 ans. Au niveau clinique, on peut retrouver plusieurs troubles, une oligospermie, une asténospermie, une tératospermie ou une azospermie, donc une absence totale de production de sperme. Si vous voulez me donner les termes en commentaire, faites-le, ça peut toujours être utile pour tout le monde, mais j'aurai l'occasion de faire d'autres cours magistraux sur ces thématiques-là plus tard. D'accord? Ça peut être plusieurs types de causes, je vous embête pas trop avec ça, mais effectivement, les infections, les toxiques, les chaleurs, les anomalies génétiques peuvent produire ces anomalies-là. D'accord? D'ailleurs, si on veut, par exemple, rendre stérile, on va dire, quelqu'un, d'accord, à l'opposé de fertile, par exemple, on peut avoir des slips, des slips chauffants qui permettent justement de tuer les spermatozoïdes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a les bourses à l'extérieur. D'accord? Parce que si on est sur une température très importante, on va détruire les spermatozoïdes. Donc c'est pas l'objectif. C'est pour ça qu'ils sont à l'extérieur. D'accord? Pour évaluer tout ça, on peut faire un spermogramme pour évaluer la quantité, la mobilité, la morphologie, la vitalité, d'accord? Et la spermatogénèse, c'est en continu. Faut faire très attention. Par contre, c'est sensible aux facteurs environnementaux et à l'état général du patient, bien entendu. Concernant le testicule, il possède une fonction exocrine, il possède une fonction endocrine. La spermatogénèse se déroule dans les tubes séminifères. Les spermatozoïdes sont produits par les cellules de Leydig. Et la testicule est organisée en lobules. A, B, C, D. Pour revoir ça. Effectivement, la production de spermatozoïdes constitue sa fonction exocrine,
Il faut bien comprendre ça. Il sécrète notamment la testostérone, donc c'est bien une fonction endocrine. La spermatogènèse se déroule dans les tubes séminifères, effectivement, compartiment germinal du testicule. Les spermatozoïdes sont produits par les cellules de Leydig. On a dit que non, d'accord? Faites bien gaffe à ça parce que les cellules de Leydig, ça produit la testostérone. Voilà, ça c'est important. Et puis, est-ce que du coup la testicule est organisée en lobules? Effectivement, l'équation divise le parenchyme testiculaire en lobules. On le voit pas trop sur mon schéma, mais enfin, quoique si on le voit quand même dans le schéma, on voit quand même qu'il y a des sortes de lobes. Donc effectivement, on le voit bien. Concernant l'épithélium séminifère, il contient les cellules germinales. Il contient les cellules de Sertoli. Les cellules les plus immatures sont proches de la membrane basale. Les spermatozoïdes sont situés au contact direct de la membrane basale. La maturation progresse globalement vers la lumière. ABCE, effectivement. Il contient bien sûr les cellules germinales, il contient les cellules de Sertoli. Les cellules les plus immatures sont proches de la membrane basale, c'est évident. Les spermatozoïdes sont situés au contact direct. Non, les spermatozoïdes ils sont plutôt vers la lumière, donc pas du tout au contact de la membrane basale. D'ailleurs, ça va être les spermatogonies de type A et B, d'accord. La maturation progresse globalement vers la lumière, oui. Concernant les cellules de Sertoli, elles soutiennent les cellules germinales, elles participent à la barrière hémato-testiculaire, elles phagocytent des résidus cytoplasmiques, elles constituent la principale source de testostérone, elles sont situées dans l'épithélium séminifère. Ah, faut qu'on retravaille ça. A, B, D, E. Alors effectivement, elles soutiennent les cellules germinales, donc elles jouent un rôle structurel et trophique, ok, de soutien. Elles participent à la barrière hémato-testiculaire, effectivement, il y a des jonctions serrées qui séparent les compartiments basales et abluminales. Elle phagocyte des résidus cytoplasmiques. Et ça, c'est vrai, apparemment. Donc, elle élimine notamment les corps résiduels de la spermiogénèse, donc phagocytose, donc je vais mettre C. Elle constitue la source principale de testostérone. Non, c'est les cellules de Leydig qui produisent ça, d'accord? On peut enlever ça. Elles sont situées dans l'épithélium séminifère, ça c'est vrai. Et donc, ça fait ABCE. Concernant la spermatogénèse, elle se déroule dans les tubes séminifères. Elle transforme la spermatogonie en spermatozoïde. Elle comprend une seule division cellulaire. Elle progresse globalement dans la membrane basale vers la lumière. Et elle nécessite l'intervention des cellules de Sertoli. ABDE. Effectivement, elle se déroule dans les tubes séminifères. Elle transforme la spermatogonie en spermatozoïde, bien sûr. Il y a 2 divisions, pas une seule. Elle progresse globalement de la membrane vers la lumière, oui. Elle nécessite l'intervention des cellules de Sertoli. Je pense que vous avez compris au bout d'un moment, à force de réviser ça. Non, c'est bon. Concernant le spermatocyte 1. Coche les bonnes propositions. Il est aussi appelé spermatocyte primaire. Il entre en méiose 1. Il est haploïde avant la méiose 1. Ses chromosomes ont été répliqués. Il donne des spermatocytes de type 2. Bien joué. A, B, D, E. Effectivement, on a spermatocyte primaire. Au spermatocyte 1, c'est la même chose. D'accord? Il entre en méiose 1. Effectivement, c'est la division réductionnelle. Et il est haploïde avant la méiose 1. Non, parce qu'il est diploïde à ce moment-là. Les chromosomes sont répliqués, mais ils ont été répliqués avant, oui. Et il donne les spermatocytes de type 2, c'est évident parce que c'est la suite logique, d'accord? Concernant les spermatides, coche les bonnes propositions, elles sont haploïdes. Elles possèdent un chromosome à une chromatide, elles subissent la spermiogénèse, elles réalisent une 3e division méiotique. Elles sont plus proches que la lumière que les spermatogonies. Voilà. A, B, D. Ah, faut qu'on retravaille ça. Elles sont haploïdes. Alors ça c'est vrai, elles résultent de la méiose 2, donc à la cellule à N chromosomes. Elle possède un chromosome à une chromatide. Bah effectivement, les chromatides sœurs ont été séparées, c'est un chromosome monochromatidien. Bon, des trucs. Elles subissent la spermiogénèse, c'est vrai. Elles se différencient progressivement en spermatozoïdes. À cette étape-là, c'est la spermiogénèse, d'accord? Elle réalise une 3e division méiotique, 3e révision. Il n'y a jamais eu 3e, c'est toujours 2, d'accord? Donc pas de nouvelle division, ça c'est faux, d'accord? Tac, tac. Et elles sont plus proches de la lumière que les spermatogonies, effectivement, position luminale, d'accord? Donc, A, B, C, E. Concernant le noyau pendant la spermiogénèse, il coche les bonnes propositions. Il se condense fortement, il s'allonge, il se fragmente en plusieurs noyaux. Sa condensation contribue à protéger le matériel génétique. Il occupe l'essentiel de la tête du spermatozoïde. A, B, D, E. Effectivement, il se condense fortement, il s'allonge. Sa condensation contribue à protéger le matériel génétique et il occupe l'essentiel de la tête du spermatozoïde. Et il n'y a pas de fragmentation en plusieurs noyaux, ça c'est faux. Effectivement, il y a un seul noyau unique, d'accord? Ça, c'est un piège que vous pouvez vous tomber si vous n'avez pas toutes ces notions en tête. Concernant l'acrosome, coche les points de proposition, il dérive de l'appareil de Golgi, il se situe en l'avant de la tête, il contient des enzymes, il constitue le moteur du flagelle, il est important pour la pénétration des enveloppes ovocytaires. A, B, C, E. Effectivement, il dérive de l'appareil de Golgi, il se situe à l'avant de la tête, il contient les enzymes, c'est effectivement les enzymes acrosomiales ont une importance capitale. Le moteur du flagelle, ça va être toute la partie après, pour avoir bien entendu
les mitochondries, et il est important pour la pénétration dans l'ovocytaire, ça c'est logique, d'accord? Voilà. Et donc, la motilité dépend du flagelle, pas de l'acrosome, faites bien gaffe à ça. Concernant l'axe hormonal de la spermatogénèse, coche les bonnes propositions. La GnRH est sécrétée par l'hypothalamus. La LH et la FSH sont sécrétées par l'antéhypophyse. La GnRH agit directement dans les cellules de Leydig. La testostérone participe au rétrocontrôle de l'axe. Cet axe devient particulièrement actif à la puberté. ABDE. Ouais. Donc la GnRH est sécrétée par l'hypothalamus, la LH, la FSH c'est bien par l'antéhypophyse, la GnRH agit directement sur le Leydig, on a vu que non, hein. Regardez bien. Si je reprends rapidement mon truc, hypothalamus, GnRH, hypophyse, ça fait FSH pour cellule de Sertoli et LH pour cellule de Leydig. Et c'est pas directement, d'accord? Il y a une étape intermédiaire. La testostérone participe au rétrocontrôle de l'axe, effectivement rétrocontrôle négatif. Cet axe devient actif notamment pour la puberté. Concernant la FSH, coche les bonnes propositions. Elle agit principalement sur les cellules de Sertoli, elle soutient la spermatogénèse, elle favorise notamment la production de protéines liant les androgènes, elle est sécrétée par les cellules de Leydig, et son action est modulée par l'inhibine B. Donc elle agit principalement sur les cellules de Sertoli, ouais. Elle soutient la spermatogénèse, bien entendu. D'accord. Ensuite, elle favorise notamment la production de protéines liant les androgènes. Non, on a vu que c'était l'inverse. C'était les protéines qui contribuent à maintenir une concentration locale élevée d'androgènes, l'ABP. D'accord. Androgen binding protein. D'accord. Voilà. Et sécrétée par les cellules de Leydig. Alors, on a vu que non. C'était l'antéhypophyse. D'accord. Et son action est modulée par l'inhibine B. Voilà, effectivement, pour avoir un rétrocontrôle négatif sur la FSH. Maintenant, on va voir l'ovogénèse ensemble. Est-ce que c'est un processus continu, discontinu? Vous allez me le dire en commentaire de cette vidéo, d'accord? Important ça. Donc du coup, on a une production de gamètes femelles, ovocytes dans les ovaires. On part d'une cellule souche, d'accord? Ovogonie à l'ovocyte 2, ovulé. Puis ensuite, l'ovule est fécondable, d'accord? C'est important. Donc l'idée, c'est de produire un ovule fécondable, d'assurer le brassage génétique, de protéger le génome, bien sûr, pour avoir une certaine qualité, fournir des réserves cytoplasmiques et énergétiques, et soutenir le développement précoce de notre embryon. On va voir un peu tout ça, comment ça se met en place. Dans l'ovaire, déjà, on a un épithélium germinatif, d'accord, avec un cortex ovarien qui comporte certains types de follicules, d'accord, avec différents stades. On verra le concept de folliculogénèse rapidement, d'accord. Et on a une médula avec des vaisseaux et des nerfs. Je vous renvoie bien sûr au cours d'anatomie sur l'urogénital si je l'ai fait, d'accord. Voilà, regardez, je vous mets des fiches. On a 4 grandes étapes, hein. C'est à peu près la même stratégie que pour la spermatogénèse, mais il y a des petites différences, hein. On a une multiplication, donc les ovogonies 2N se multiplient par mitose, toujours pareil, hein, ça change pas ça. Ensuite, on a une étape de croissance, les ovogonies deviennent des ovocytes 1 à 2N chromosomes et augmentent leur taille. Donc on a une augmentation de réserve. Vous voyez bien d'ailleurs, quand on regarde rapidement sur dessin, on voit bien que ça augmente en taille, hein. Ensuite, on a une méiose qui s'opère avec des petites fins techniques, puisqu'on a une division méiotique incomplète avec des arrêts caractéristiques. Eh oui. Donc, est-ce que c'est un processus continu ou discontinu? Là, vous avez des petites précisions, là. Ensuite, on a une maturation qui est finale, s'il y a fécondation. Et donc, on a l'achèvement de la méiose 2 seulement en cas de fécondation. Donc, on a une formation de l'ovule à N chromosomes. Et puis, on a le deuxième globule polaire. On va regarder ça en détail, vous inquiétez pas, d'accord? Et donc, si on regarde un petit schéma pour aller dans le détail là-dessus, on a d'abord l'ovogonie 2N avec une cellule souche. Donc, ça, c'est la cellule souche, hein, c'est la cellule souche. On va faire du coup une division qui va s'opérer. On va avoir un ovocyte 1, 2N chromosomes avant la naissance, d'accord? Donc on a 2N. Ensuite on a ovocyte 1, 2N, et puis on a un premier arrêt en prophase 1 au niveau du stade diplotène, d'accord, de la méiose. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir deux systèmes. On va avoir l'ovocyte 2 à N chromosomes avec deuxième arrêt en métaphase 1, et on va avoir un premier globule polaire, N, qui va se mettre en place. Au niveau de notre ovule par la suite, on va avoir ovule à N chromosome. Si seulement il y a fécondation, on va pouvoir évoluer. Et du coup, on a deuxième globule polaire à ce moment-là. D'accord? Donc un ovule fonctionnel, il a même 2 à 3 globules polaires par ovocyte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des arrêts méiotiques, caractéristiques. Notamment le premier arrêt en prophase 1, de la méiose, donc au stade diplotène, d'accord. Donc dès la vie fœtale au 5e mois, l'ovocyte 1 entre en méiose 1 et s'arrête en prophase 1, diplotène. Il peut y rester jusqu'à la puberté, d'accord. Faites bien gaffe à ce système-là. Vous me redirez ce que vous en pensez dans les commentaires. En deuxième arrêt, on va avoir la métaphase 2, d'accord. Après l'ovulation, l'ovocyte 1 achève la méiose 1, ovocyte 2 plus un premier globule polaire. Donc on a un ovocyte 2 qui entre en méiose 2 et s'arrête en métaphase 2. Voilà. Donc la méiose 2 ne s'achève qu'en cas de fécondation. Eh oui, l'ovule avec son deuxième globule polaire.
Chaque ovocyte 1 est entouré par des cellules folliculaires formant le follicule, d'accord. On a, alors là, je vous expliquerai ça dans un autre cours magistral quand on fera le détail là-dessus. Hein. On a une thèque externe, une thèque interne, la granulosa, l'ovocyte 1, la zone pellucide, le corona radiata. Entre tout ça, vous comprendrez quand je ferai l'embryologie en détail dans les cours magistraux, d'accord. Au niveau de la chronologie au cours de la vie, dans la vie fétale, au niveau des semaines, on a une multiplication des ovogonies par mitose. Ensuite, à la naissance, on a 1 à 2 millions d'ovocytes 1. Ok, ça veut dire qu'en gros, on a un stock. C'est ça que vous devrez comprendre. On a un stock. Ok, voilà. Premier arrêt, prophase 1. Ensuite, en l'enfance, on a une réserve qui est stable de 300 à 500 jusqu'à la puberté. À la puberté, on a une reprise cyclique. Du coup, l'ovocyte 1 poursuit sa maturation au bout de chaque cycle. Voilà. Et donc, à l'âge reproductif, donc en gros de la puberté jusqu'à 50 ans environ, on a 500 à peu près ovulations au total. Ok, un par cycle. Un ovule maximum, d'accord? Rarement deux, ça peut arriver, mais c'est rare. Okay, et puis à la ménopause, on a donc aux alentours de 50 ans, on a un épuisement de la réserve ovarienne. Du coup là, on rentre dans cette phase où il n'y a plus de production, quoi. Donc on n'a plus la possibilité de féconder à ce moment-là. Ok. Donc ça veut dire que chez les femmes, il y a un stock qui est défini dès le départ. Chez les hommes, c'est infini. Au niveau de la régulation hormonale, on a pareil la même stratégie. On a l'hypothalamus, ok, qui va fabriquer la GnRH, ok, de façon pulsatile. On a l'hypophyse antérieure qui va être stimulée pour fabriquer la FSH et la LH. La FSH, ça va stimuler les cellules de la granulosa pour faire la croissance folliculaire et pour produire les androgènes et les nimines B. D'accord. C'est la même stratégie finalement chez les hommes. Et puis la LH, on a les cellules de la tech, notamment les androgènes, tout ce qui va être ovulation, corps jaune, progestérone. Notamment, ce que vous devez retenir, c'est la progestérone, d'accord. À pas confondre avec la testostérone chez les hommes, par exemple. Ok, c'est important ça. Chez les femmes, on a aussi des rétrocontrôles importants au niveau de l'estradiol, d'accord. On a l'inhibine B aussi, et donc ça va provoquer un rétrocontrôle négatif sur la FSH. Et l'estradiol, il est élevé en phase pro-ovulatoire, donc on a un rétrocontrôle qui est positif avec un pic de LH lors de l'ovulation. Peut-être si j'ai le temps, je vous ferai un petit schéma là-dessus. Au niveau de la progestérone plus l'estradiol, avec l'inhibine A, du coup, ça va provoquer un rétrocontrôle négatif sur la FSH et la LH. Vous êtes bien content. Moi, je prends pas trop de temps à vous parler de rétrocontrôle pour le moment, c'est pas l'objectif. Mais si vous voulez que je fasse un cours magistral autour de ça, n'hésitez pas à me le dire. Au niveau clinique, on va retrouver plusieurs possibilités d'anomalies. Soit on a une absence d'ovulation, ce qu'on appelle une anovulation, d'accord. Ça peut être des troubles hormonaux, par exemple. On peut aussi avoir des insuffisances ovariennes prématurées. Donc en gros, ça fera une déplétion précoce de la réserve. On va avoir une diminution importante, d'accord. Soit on va avoir une trouble de la méiose, donc non-disjonction, et donc ça fera une aneuploïdie, donc par exemple la trisomie 21. L'âge maternel avancé, donc ça peut augmenter le risque d'anomalie chromosomique, c'est logique, c'est évident. Soit une FIV, donc une fécondation in vitro, on peut avoir un prélèvement d'ovocyte 2, donc en métaphase 2 pour féconder de façon in vitro. Voilà. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en clinique. Concernant l'ovaire, coche les bonnes propositions. Il possède une fonction gamétogène, il possède une fonction endocrine, il contient des follicules ovariens. Sa médullaire est la région la plus riche en follicules primordiaux. Son activité varie au cours du cycle ovarien. A, B, C, E. Effectivement, c'est ça. Il possède une fonction gamétogène, effectivement, c'est son objectif, c'est une lignée germinale féminine. Voilà. Il possède une fonction endocrine, effectivement, on a vu qu'on pouvait sécréter dans les oestrogènes ou le progestérone, d'accord. Et contient des follicules ovariens, oui, forcément, dans le cortex. Alors, on verra le concept de folliculogénèse un petit peu plus tard. Sa médullaire est la région la plus riche en follicules primordiaux. C'est faux, les follicules sont principalement corticaux. Plein de techniques, ça. Son activité varie au cours du cycle ovarien. Effectivement, on a vu qu'il y avait un cycle ovarien. Je vous fais pas le cycle pour l'instant de l'ovulation, c'est pas l'objectif de ce cours aujourd'hui. Ok. Concernant l'organisation de l'ovaire, coche les bonnes propositions. Le cortex est périphérique, le cortex contient les follicules, la médullaire est centrale, la médullaire est richement vascularisée. Les follicules mûrs sont exclusivement situés dans la médullaire. ACDE. Ah, faut qu'on travaille ça. Le cortex est périphérique, oui, ça c'est vrai, d'accord. Donc c'est une région externe du parenchyme ovarien. Le cortex contient les follicules. Bah oui, effectivement, il contient les follicules corticaux. Voilà, cortex, corticaux. D'accord, faites bien gaffe. Donc j'ai rajouté le B. La médullaire est centrale, effectivement. La région profonde de l'envers, c'est la médullaire, d'accord. La médullaire est richement vascularisée. Effectivement, il y a de nombreux nerfs, des vaisseaux, des tissus conjonctifs, donc c'est important. Et les follicules mûrs sont exclusivement situés dans la médullaire. Alors mûrs, non. Ils se développent dans le cortex, mais ils finissent leur saillie à la surface, d'accord. Donc c'est pas médullaire. Donc c'est A, B, C, D. Concernant le début de l'ovogénèse, elle débute pendant la vie fétale. Les ovogonies se multiplient par mitose. Tous les ovocytes commencent leur méiose uniquement à la puberté. Les ovocytes 1 sont présents avant la naissance, et l'ovogénèse comporte de longues périodes d'arrêt méiotique.
AB2, effectivement, elle débute pendant la vie fœtale, on l'a vu. Les ovogonistes sont multiplient par mitose, oui. Tous les ovocytes commencent par méiose uniquement à la puberté. Non, on a vu que c'était un blocage à un moment donné, d'accord. Il se passe une méiose prénatale, d'accord, avant même la naissance, c'est important, hein. Les ovocytes 1 sont présents avant la naissance, oui. Les ovogénèses comportent de nombreuses périodes d'arrêt méiotique, oui, on a vu. Justement, concernant le premier blocage méiotique, coche les bonnes propositions. Les concerne l'ovocyte 1, il se situe en prophase 1, il débute avant la naissance, il se situe en métaphase 2, il peut durer plusieurs décennies. A, B, C, D. Non, A, B, C, D, c'est pas ça. Il concerne l'ovocyte 1. Effectivement, l'ovocyte primaire est bloqué pendant cette longue période. Il se situe en prophase 1. Effectivement, c'est au stade diplotène, pour être plus précis. D'accord. Il débute avant la naissance. Oui, il y a un blocage prénatal qui peut s'établir. Il se situe en métaphase 2. Non, c'est pas en métaphase 2. Ça correspond au deuxième blocage d'ailleurs. Donc ça fonctionnera pas sans moi. On l'enlève. Il peut durer plusieurs décennies, vrai. Certains ovocytes restent bloqués à la vie fœtale jusqu'à recrutement à l'âge adulte. Donc ça peut durer plusieurs décennies, effectivement. Donc A, B, C, E. Voilà. D'ailleurs, si je veux être un tout petit peu précis sur un petit truc, quand je parle là rapidement du diplotène, j'ai fait une vidéo sur la méiose complète, n'hésitez pas à la regarder, je la mets en fiche si j'ai le temps d'y penser, d'accord? Et regardez bien ça sur la chaîne YouTube, j'en ai parlé. Concernant la reprise de la méiose 1, elle survient au cours de la maturation folliculaire. Elle est favorisée par le pic de LH. Elle conduit à la formation d'un ovocyte 2. Elle produit deux cellules à taille identique. Elle produit également un premier globule polaire. A, B, C, E. Bien joué. Effectivement, elle survient au niveau de la maturation folliculaire. Elle est favorisée par un pic de LH, c'est ce qui va provoquer justement la reprise. Elle conduit à la formation d'un ovocyte 2, oui. Il n'y a pas des cellules de taille identique, ça c'est faux, hein. Justement, il va y avoir une cytocinèse, donc c'est très asymétrique. Et donc, ouais, une division asymétrique, ça c'est très important les QCM. Je le dis pas souvent, mais il y a une division asymétrique là. Donc, c'est intéressant parce qu'on a le premier globule polaire qui peut justement se mettre en place, hein, parce que ce petit élément reçoit un lot chromosomique, mais peu de cytoplasme. C'est le premier globule polaire. Concernant l'ovocyte 2, il est haploïde, ses chromosomes possèdent encore deux chromatides, il est normalement ovulé, il est bloqué en prophase 1, il entre dans un second blocage méiotique. A, B, C. Effectivement, l'ovocyte 2, il est haploïde, ses chromosomes possèdent encore deux chromatides, il est normalement ovulé, il est bloqué en prophase 1, mais de toute façon, ça n'a rien à voir si on comprend bien le concept. Ce blocage concerne l'ovocyte 1, d'accord? Et il entre dans un second blocage méiotique, effectivement, jusqu'en métaphase 2. Concernant le deuxième blocage méiotique, il se situe en métaphase 2, il concerne l'ovocyte 2, il persiste normalement jusqu'à la fécondation, il est levé systématiquement au moment de l'ovulation, il empêche temporairement la séparation des chromatides sœurs. A, B, E. Non, il va falloir qu'on retravaille ça. Donc concrètement, il se situe en métaphase 2. Effectivement, l'ovocyte 2 reste arrêté à ce stade, d'accord. Il concerne l'ovocyte 2. La première division méiotique est déjà terminée. Effectivement, c'est bien l'ovocyte 2. Il persiste normalement jusqu'à fécondation. Bah oui, parce que l'entrée du spermatozoïde déclenche la reprise de la méiose jusqu'à fécondation. Ouais. Il est levé systématiquement au moment de l'ovulation. Non, l'ovocyte reste bloqué en métaphase 2 après ovulation. D'accord. Donc là, c'est faux. Il empêche temporairement la séparation des chromatides sœurs. Ça c'est vrai, hein, cette séparation se produit qu'à achèvement de la méiose 2. Donc ça nous fera A, B, C, E. Concernant la folliculogénèse, coche les bonnes propositions. Elle correspond à la maturation progressive des follicules ovariens. Elle se déroule principalement dans le cortex ovarien. Tous les follicules recrutés atteignent l'ovulation. Elle implique une croissance de l'ovocyte et des cellules folliculaires. Elle aboutit à la formation d'un follicule mûr. Alors c'est un peu plus compliqué parce que là, j'ai pas vraiment fait l'embryologie sur cette partie-là, mais je vous ferai un cours magistral sur les follicules et tout. Il y a tellement de choses à dire, d'accord? Mais c'est vrai que vous pouvez déjà avoir des morceaux de réponse normalement. Effectivement, elle correspond à la maturation progressive des follicules ovariens. Oui, elle se déroule principalement dans le cortex ovarien. Ouais. Tous les follicules recrutés atteignent l'ovulation. Non, parce qu'à un moment donné, on a une dégénérescence de certains follicules, d'accord? Ça c'est important, qu'on appelle l'atrésie fréquente, d'accord? Elle implique une croissance de l'ovocyte et des cellules folliculaires, oui, et elle aboutit à la formation d'un follicule mûr, oui, c'est l'objectif, donc la BDE. Concernant le follicule primordial, il contient un ovocyte 1, il est entouré d'une couche de cellules aplaties, il possède déjà une cavité ventrale, il constitue la réserve folliculaire, il est situé dans le cortex ovarien, ABDE. Effectivement, il contient l'ovocyte 1, il est entouré d'une couche de cellules aplaties, il possède une cavité ventrale? Non, ça va être l'autre partie, hein, d'accord. Il y a pas, l'entrée apparaît beaucoup plus tard, il n'y a pas d'entrée à cet endroit-là. Mais je vous invite bien sûr à regarder l'embryologie sur ce sujet-là. Il constitue la réserve folliculaire, oui. Il est situé dans le cortex ovarien, oui. Donc ça fait AB2, c'est bon. Concernant l'axe hypothalamo-hypophysaire ovarien, la GnRH est sécrétée par l'hypothalamus, la FSH et la LH sont sécrétées par l'antéhypophyse. La FSH et la LH agissent sur l'ovaire, la progestérone est sécrétée par l'hypophyse. Des rétrocontrôles hormonaux régulent cet axe.
ABC, effectivement, la GnRH est sécrétée par l'hypothalamus, la FSH et la LH sont sécrétées par l'antéhypophyse, on l'a vu. La FSH et la LH agissent sur l'ovaire, bien entendu, c'est le principe. Le progestérone est sécrété par l'hypophyse, non, par la production de LH. Donc, on peut regarder rapidement ici, hein. Vous voyez que la progestérone, c'est grâce à la sécrétion de LH, via l'hypophyse. Donc, en fait, on a l'hypophyse qui sécrète la LH, qui va stimuler les cellules de la tech, et donc progestérone. Voilà, étape par étape. Des autres contrôles hormonaux peuvent réguler l'axe, bien entendu. Donc, ça fait ABCE. Concernant la FSH, elle stimule la croissance folliculaire, elle agit sur les cellules de la granulosa, elle favorise l'aromatisation des androgènes en oestrogènes, elle déclenche directement l'ovulation à elle seule, et sa sécrétion est freinée notamment par l'inhibine, ABCE. Effectivement, donc la FSH, elle stimule la croissance folliculaire, elle agit sur la cellule de la granulosa, elle favorise l'aromatisation des androgènes en oestrogènes, elle déclenche pas l'ovulation, c'est un pic de LH hein, justement qui fait ça, et sa sécrétion est freinée par l'inhibine. Je sais pas si je l'ai mis, mais normalement j'ai dû le mettre. Voilà, pic de LH. Vous voyez, les pièges classiques de QCM, je les ai tous mis. Ils sont tous dans mes QCM. Concernant la LH, elle agit sur les cellules de la tech interne, elle participe au déclenchement de l'ovulation, elle favorise la lunétisation, voilà, pas facile ça. Elle est sans effet sur la reprise de la méiose ovocytaire, elle contribue à la sécrétion de progestérone après ovulation. Et elle n'a pas d'effet, enfin si elle a forcément un effet sur la reprise de la méiose, parce qu'on a un pic de LH, je vous ai dit juste avant, dans le QCM d'avant, j'ai dit qu'il y avait un pic de LH pour reprendre la méiose en cours de route, et elle contribue à la sécrétion de progestérone après ovulation, donc ça fait ABCE, voilà. C'est QFD. Si on fait un peu le global de tout ça d'un point de vue gamétogénèse, hein, sur la chronologie qu'on va comparer, d'accord? Quelle est la différence entre la spermatogénèse et l'ovogénèse? Ok? Concrètement, je vous ai dit, hein, ça assure la continuité génétique, ça produit des gamètes haploïdes, fonctionnels, ça s'adapte au temps et au rythme de la vie, ça permet la fécondation et c'est complémentaire. Et donc, vous avez dans le QCM énormément de comparaisons. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de comparer. Donc, en gros, la spermatogénèse chez l'homme, par rapport à la vie fétale, on a finalement les spermatogonies qui se mettent en place. Ensuite, on a en méiose 1 des spermatocytes, hein, début, puis arrêt de prophase 1, d'accord, jusqu'à la puberté. Donc, on a un blocage, ensuite, ça continue. Chez les femmes, on a des ovogonies, d'accord, entrée en méiose 1 ovocyte et en réemprophase 1. Jusque-là, bah, c'est pareil. Y a pas de problème, d'accord? Donc, on a mise de réserve chez les deux sexes, d'accord? Mais pas de gamètes matures produits à ce moment-là, d'accord? Chez l'enfance, on a arrêt des mitoses, population des spermatogonies de réserve, d'accord? Jusque-là, pas de problème. Les ovocytes, chez les femmes, c'est resté en bloqué, en prophase 1 dans les follicules primordiaux. Donc, on a une période de quiescence dans les deux sexes. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, au niveau de la puberté, on a une réactivation des spermatogonies sous l'effet de la testostérone. On a un début de la spermatogénèse en continu. Un continu, c'est vraiment un système continu. À chaque cycle, on a un recrutement d'un follicule primordial et croissance folliculaire. Donc, on a en route la production des gamètes avec un cycle ovulatoire qui débute. On comprend bien qu'à ce stade-là, finalement, au niveau de la puberté, hein, on commence à avoir un système de cycle. Hein. Chez les hommes, c'est en continu, chez les femmes, c'est discontinu. Voilà. Au niveau de la vie adulte, donc on a une production extrêmement importante, production continue de spermatozoïdes à 100 à 300 millions par jour, qui est éjaculation ou pas d'ailleurs, hein, prenez bien ça en compte. Hein. Et à chaque cycle chez la femme, 28 jours, on a un ovocyte qui est ovulé, d'accord, fin de méiose 1, juste avant l'ovulation, et donc arrêt en métaphase 2 jusqu'à fécondation, d'accord. Chez l'homme, production continue, chez la femme, production cyclique, un ovocyte de type 2 chaque cycle, et la méiose 2 ne s'achève qu'en cas de fécondation. Ça, c'est la fin de technique. Faites bien gaffe dans les QCM par rapport à ça. Chez un stade avancé, au-dessus de 60 temps à peu près en moyenne, production toujours possible, hein, mais une diminution progressive de la qualité, la mobilité, l'anomalie, les fragmentations d'ADN, et en quantité notamment, d'accord. Chez la femme, on a une diminution du nombre et de la qualité des ovocytes, donc en gros, on a un cycle irrégulier, une anovulation fréquente, ce qui va progressivement apparaître sur la ménopause, d'accord. Donc on a une fertilité qui diminue chez l'homme avec le temps, d'accord, et également chez la femme, mais très importante chez la femme. Hein, voilà, c'est important de comprendre que l'âge a une importance capitale. Et au niveau de la fin de vie, hein, au-dessus de 70 ans, on n'a pas vraiment d'arrêt hein, chez les hommes, mais une production extrêmement faible et mais qui persiste. Ça c'est important. Mais si jamais on a vraiment une anospermie, hein, comme on a vu tout à l'heure, une nasospermie, bah ça peut emmener vers une comme une ménopause, mais en andropause chez les hommes, d'accord. Mais on parle pas vraiment d'une arrêt total hein, chez les hommes. La ménopause, c'est autour de 45 à 55 ans chez les femmes. Donc un épuisement du stock folliculaire, donc arrêt des ovulations et des cycles menstruels. Et donc chez l'homme, on n'a pas de ménopause, et chez la femme, on a un arrêt définitif de la fonction ovarienne. J'ai une petite question comme ça que vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Chez les femmes, on donne des contraceptifs, d'accord, pour limiter l'ovulation, etc.
Est-ce que si par exemple pendant 20 ans, je décide de prendre justement des pilules, des pilules contraceptifs, est-ce que du coup je vais retarder la ménopause? Dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Concernant le début de gamétogénèse, la spermatogénèse débute principalement à la puberté. L'ovogénèse débute pendant la vie fœtale. L'ovogénèse débute uniquement au moment de l'ovulation. L'ovocyte 1 peut rester bloqué pendant plusieurs années. Et les deux gamétogénèses commencent exactement au même moment. A, B, C, D. Alors, faut qu'on retravaille ça. Donc, en gros, l'activation de l'axe gonadotrope permet la production active de spermatozoïdes, donc au niveau de la puberté, donc ça c'est vrai. L'ovogénèse débute pendant la vie fœtale. Effectivement, les ovogonies entrent en méiose avant la naissance. L'ovogénèse débute uniquement au moment de l'ovulation. Ah ben non, faut faire gaffe à ça, parce que les ovocytes 1 sont formés bien avant la naissance. Donc, non. Les ovocytes 1 peuvent rester bloqués pendant plusieurs années. On l'avait vu aussi que le premier blocage méiotique peut durer de la vie fœtale jusqu'à l'âge adulte. Eh oui. Les deux gamétogénèses commencent exactement au même moment. C'est faux, leur chronologie est bien différente. Faut faire gaffe, donc c'est A, B, D. Concernant le rythme de production des gamètes, la spermatogénèse devient continue après la puberté. L'ovogénèse fonctionne de manière cyclique. La réserve ovarienne est limitée. Les spermatogonies ne peuvent jamais se renouveler. L'ovaire produit massivement de nouveaux ovocytes chaque mois. Effectivement, ABC, la spermatogénèse devient continue après la puberté. Effectivement, il y a des cohortes germinales successives assurent la production régulière. L'ovogénèse fonctionne de manière cyclique. Effectivement, on l'a vu, on a un cycle ovarien. La réserve ovarienne est limitée, on l'a vu, c'est pour ça qu'on a notamment la ménopause qui se met en place, d'accord. Les spermatogonies ne peuvent jamais se renouveler. Faux, il y a un renouvellement spermatogonial, d'accord, capacité d'auto-renouvellement. Et les ovaires produisent massivement de nouveaux ovocytes chaque mois. Et ça, c'est faux. Effectivement, la maturation utilise principalement une réserve constituée de avant la naissance, pas de production mensuelle nouvelle, d'accord. Donc finalement, est-ce que vous avez compris que chez l'homme, on avait une production qui finalement continue, et illimitée, on va dire, mais qui va diminuer en termes de quantité et de qualité avec l'âge. Chez les femmes, c'est cyclique, d'accord, avec un stock limité. Voilà. Donc ABC. Concernant la période fœtale, chez la fille, les ovogonies se multiplient puis entrent en méiose. Chez la fille, le premier blocage méiotique s'installe avant la naissance. Chez le garçon, les spermatozoïdes matures sont produits avant la naissance, la réserve ovocytaire est constituée avant la naissance, la chronologie des deux gamétogénèses est identique pendant la vie fœtale. A, B, C, D. Ah, faut qu'on revoie ça. Alors, elles deviennent des ovocytes 1 chez la femme, donc chez la fille, les ovogonies se multiplient en méiose, ça c'est vrai. Chez la fille, le premier blocage méiotique s'installe avant la naissance. Oui, on l'a vu, ça c'est en prophase 1, d'accord. Chez le garçon, les spermatozoïdes matures sont produits avant la naissance. Produits matures, on parle pas de mature. Les spermatogénèses actives débutent à la puberté. Ok. Donc on n'a pas de spermatozoïdes fœtaux à ce moment-là. La réserve ovocytaire constituée avant la naissance, ça c'est vrai, le stock d'ovocytes est déjà en place avant la naissance. À la naissance, donc on a une réserve prénatale. Et la chronologie, on a dit que c'était pas ensemble, c'était des chronologies totalement différentes. Concernant le vieillissement reproductif, la réserve ovarienne diminue avec l'âge, le risque d'anomalie chromosomique ovocytaire peut augmenter avec l'âge maternel, la spermatogénèse masculine s'arrête brutalement à 50 ans, la qualité spermatique peut se modifier avec l'âge paternel et le vieillissement n'a aucune influence sur la reproduction. ABD. Effectivement, la réserve ovarienne diminue avec l'âge, c'est logique, et le risque d'anomalie augmente avec l'âge, c'est logique. La spermatogénèse masculine s'arrête brutalement, non. D'accord. Limite, on pourrait dire, alors, c'est une vraie question, ça, le côté brutalement. Si je mettais la même chose, mais pour les femmes, par exemple, je mettrais l'ovogénèse féminine, du coup, ça s'arrête brutalement à l'âge de 50 ans. C'est pas vraiment vrai, ça. Ok, c'est pareil. Le brutal, il n'est pas vrai. C'est juste, il y a une diminution drastique, et puis à un moment donné, il n'y a plus rien. D'accord, chez les femmes. La qualité spermatique peut se modifier avec l'âge paternel, oui, et le vieillissement n'a aucune influence, c'est faux, je viens de le dire. D'accord, donc c'est bien ABD. Bon, on a vu pas mal de choses aujourd'hui sur l'embryologie générale, notamment sur la méiose, la spermatogénèse, l'ovogénèse, finalement la gamétogénèse. Mais bon, j'ai pas été très loin. J'ai vraiment fait quelques petits morceaux, puisque j'aurais pu faire un cours magistral pour chaque notion. L'objectif, c'était d'avoir une overview de tout ça, et que tu puisses avoir des éléments clés pour pas te faire avoir, notamment dans les pièges classiques de QCM. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur l'embryologie générale. Il comporte bien entendu des cartes mentales, des notes contenus courts, tu vas avoir des lexiques, tu vas avoir des cartes avec des images à noter détaillées, tu vas avoir des flashcards, tu vas avoir des QCM détaillés, t'as compris l'idée. Si tu puisses bien sûr aller beaucoup plus loin et peaufiner là-dessus. C'est un parcours certifiant, on disait que tu puisses réaliser des défis avec moi, que tu puisses également faire un examen. Ça te permet
obtenir par la suite une attestation de formation ainsi qu'un certificat de réussite. Bref, que tu fais passe LAS, première santé, ou que tu fais une préparation d'internat, ou que tu fais en parallèle d'autres études, non, ça peut être toujours utile de valoriser tes compétences. Vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo, et si tu veux me contacter à ce sujet-là, bien sûr, c'est contact@tonprofentile.com. J'aurai l'occasion de faire bien sûr d'autres cours magistraux à ce sujet-là, parce que c'est extrêmement large en biologie, puis j'adore ça aussi. D'accord? Et moi, je te retrouve pour d'autres cours magistraux. N'hésite pas, bien sûr, à liker, à booster la vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao!